Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Le Lionel Rabin, bienvenue à vous. Vous êtes auteur du livre illustré Oman sur les traces de Sinbad le marin avec Barou au dessin. C'est aux éditions Akinomé. Samir Toumi, bienvenue, écrivain de retour avec votre nouveau roman. Il a pour titre Amine et il est publié chez Barzac et Elisa d'une coédition inédite, 100% méditerranéenne et maghrébine entre les deux maisons d'édition. Ella Feki, bienvenue. Vous êtes écrivaine également. Votre deuxième roman, Une reine sans royaume, est publié aux éditions Lattès, La Grenade. Et puis, Ros Romani, bienvenue, écrivain. Après plusieurs livres écrits en persan, vous signez votre tout premier roman en langue française. Ça s'appelle Rattraper l'horizon aux éditions Actes Sud. On commence avec le destin d'une femme hors norme, une femme tombée dans l'oubli. Ella Feki, vous nous plongez dans la vie de Ranavalona III. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce personnage historique, la dernière reine malgache? Alors, je vivais à Madagascar au moment où j'ai découvert en fait cette reine Ranavalona III. Hum, J'ai enseigné plusieurs années à Madagascar et hum. à mon retour en France, je suis allée passer quelques semaines de vacances chez mes parents à Tunis et en discutant avec un journaliste tunisien, Hatem Bourial, Mhm. j'ai découvert que cette reine qui avait été exilée à Alger avait passé quelques jours à Tunis. Elle n'était pas destinée à devenir souveraine, hein. C'est Non. pour ça que je disais destin hors norme. Alors, elle faisait partie des petites princesses du royaume de Madagascar. Et au moment de la mort de la reine, elle s'est retrouvée en fait propulsée sur le Ouais. trône. À quelle période on est? On est en 1886 à peu près. D'accord. Voilà. Ouais. Et elle va rester plusieurs années reine. Et en 1897, elle va être exilée à Alger suite à la Deuxième Guerre franco-malgache qui a eu lieu. Et le général Gallieni, pour éviter les révoltes sur place, va l'exiler dans un premier temps à La Réunion, puis dans un deuxième temps à Alger, parce que c'est un peu plus loin. La Réunion, Alger, c'est effectivement pas la même zone géographique. Et puis donc, cet exil va se poursuivre notamment en Tunis en 1907. Et là, ça va être dans sa vie une période toute particulière. Une renaissance, on peut dire? On peut dire une renaissance, puisque lors de son séjour à Tunis, elle va rencontrer des souveraines lumineuses, trois femmes qui vont l'aider en fait à retrouver un peu son métier de reine et en fait, à évoluer et puis à renaître de cet exil qui l'a complètement enfermée dans une identité d'icône de femme Ouais. célèbre en France, mais Elle, aussi... elle a les souvenirs qui reviennent, c'est ça, sa jeunesse, ses amours, c'est ce que vous avez essayé de nous montrer? Oui. Alors, elle retrouve à Tunis un magicien, Marius Cazeneuve, qu'elle avait connu lors de son règne en fait à Madagascar, puisqu'il était magicien à la cour. Et ça, c'est réel, hein, Ouais, c'est ouais. historique. Et ce magicien faisait des tournées mondiales. Et donc, en 1907, lorsqu'elle se rend à Tunis, elle retrouve ce magicien. Et cela la replonge dans ses souvenirs de jeunesse et notamment son histoire d'amour avec Marius Cazeneuve. Ouais. Samir Toumi, est-ce que vous, en Algérie, vous aviez entendu parler de cette reine malgache Ranavalona III? Oui, non seulement j'en ai entendu parler, mais c'est ce que je disais en off, c'est qu'en plus sa maison est située dans un quartier au Golfe. Et j'ai un ami qui habite au 20e étage d'une tour. En fait, on voit très bien la maison, qui est une magnifique maison du XVIe Ouais. siècle. Et donc, c'est la maison de la reine malgache, comme on dit, ici, qui est actuellement, je crois, l'ambassade de Finlande. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai entendu parler de cette reine. Voilà, donc comme quoi il en reste aussi des traces historiques du côté de l'Algérie. En fait, votre roman, il a aussi cette force, c'est qu'il nous montre vraiment le pouls intellectuel qui règne à l'époque à Tunis, pouls intellectuel de l'Orient. Quelle est cette époque? Alors, c'est l'époque où sont nés les premiers salons en fait, littéraires de femmes. Lalla Bermal était une odalisque circassienne qui avait été offerte par le sultan de Constantinople au bey de Tunis. Et elle a créé les premiers salons littéraires et la première école pour filles avec une princesse égyptienne qui s'appelle la princesse Nazli. Et à ces femmes-là, une autre femme qui est la première écrivaine qui a eu le prix Femina, Myriam Hari. Mhm. Alors cette femme-là, Myriam Hari aussi, a participé justement à ces discussions littéraires et a donné un peu aussi cette direction intellectuelle de l'Orient de l'époque. Voilà donc pour ce roman fascinant, Une reine sans royaume, Ella Feki, c'est chez Lattès. On poursuit avec la littérature et vous, Samir Toumi, votre roman, Amine, s'ouvre sur Jamel. Il a la quarantaine, il est écrivain, il a plutôt une belle carrière, c'est ce qu'on appelle un auteur à succès? Oui, un auteur à succès,
un gars qui coche toutes les cases de l'intellectuel arabe tel qu'on le promeut un peu en Occident. Mais c'est un écrivain un peu déréglé, un peu dandy, qui est en panne d'inspiration, euh, qui a un petit syndrome de l'imposteur et qui fume beaucoup de joints Ouais, et qui traîne dans les soirées d'Alger à la recherche d'un peu d'inspiration. ouais. Et il est en mal d'inspiration. Oui. Et un jour, face à cette panne, il va recevoir une proposition étonnante. Elle vient d'un certain Amin. Qui est cet homme mystérieux? Bah, Amine, vous savez, c'est ces personnes qu'on a tous un peu connues, dont on se dit, dont on sait qu'elles ont de l'entre-gens, qu'elles Ouais. connaissent des gens dans le système, qui ont des entrées Ouais. et autres, donc qui sont des conseillers Ouais. occultes comme ça, mais on sait qu'on ne connaît pas trop leur parcours. Ouais, on ne sait pas trop qui si ils elles sont. en rajoutent, s'il y a de la Voilà. Et donc ce mythomanie. Amine se rapproche de ce Jamel B et lui propose un deal et il lui dit voilà, si ça vous intéresse, j'ai des choses à vous raconter. Hum. Et donc le deal qu'il lui propose, c'est de lui dire voilà, je vais vous faire déambuler au milieu de gens qui sont représentatifs de ce qu'on appelle le système. Hum. Et l'idée, c'est que vous écriviez un roman sur cette base. Hum. Et Dans donc, les Jamel, arcanes de ce système, voilà. à un moment où l'Algérie semble à la veille d'un basculement, c'est aussi toute cette atmosphère que... C'est ça, en fait, je commence à écrire ce texte en 2018, donc on est à la veille de la fin de règne de Bouteflika. Hum. Donc il y avait effectivement dans l'air tous ces oligarques, on sentait que cette ambiance était un peu en train de basculer. Et j'ai trouvé intéressant d'aller explorer à travers ce type de personnage qu'on croise tous un peu, ce qu'on appelle le système, avec tout ce que ça peut recouvrir de fantasmes, d'imagination, puis pour se rendre compte en fait que c'est plutôt un ramassis de personnes enfin, qui ont des objectifs très précis, qui est de maximiser leur pouvoir et de Ouais. gagner plus d'argent. Donc, je me suis amusé un peu à aller regarder un peu cette gouvernance, qui est d'ailleurs pas spécifique à l'Algérie, puisqu'on retrouve vraiment des archétypes. Ouais. Il y a une Madame Samira qui est une forme de Christine de Viejoncourt, par exemple, ouais. en France et autres. Voilà, on retrouve un peu tous ces... Amine, une fiction algérienne, donc ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on voit, c'est très imagé. Parfois, on se croirait dans un film d'Emir Kusturica, avec, on parlait tout à l'heure de magie, mais en tout cas, voilà, c'est un côté burlesque, et c'est un peu ça. Oui, en fait, l'idée, c'est que parfois la réalité dépasse la fiction. C'est-à-dire que, en fait, quand je commence à écrire ce livre, j'ai eu un gros problème, c'est pour ça que j'ai mis 6 ans pour l'écrire, puisque la 6 ans. réalité me rattrapait à chaque fois. J'imaginais un personnage, et puis quelques semaines après, il y avait un scandale qui sortait d'un personnage encore plus incroyable que ce que moi j'avais imaginé. Et donc je me suis dit, mais comment je peux être en concurrence avec la réalité? Donc vous alliez toujours plus haut, il y avait un match. D'où le titre aussi dont on parle Une de fiction fiction algérienne, ouais. parce qu'il y a un moment où effectivement j'ai été un peu en concurrence avec la réalité qui était bien plus créative que moi. Voilà, un roman enquête haletant ne va pas tout dire. Qu'est-ce que vous avez souhaité explorer à travers ce livre? Vous parliez d'un côté effectivement universel, du rapport aussi de l'écrivain, peut-être au monde qui l'entoure. Oui, en fait, 3 choses. La première, effectivement, c'est d'explorer un peu ce fait. On a toujours l'impression que les gens de pouvoir sont des gens brillants, intelligents, machiavéliques. On leur prête voilà, alors qu'en fait, bon, c'est pas tout à fait ça. Et il y a beaucoup de travaux de recherche qui expliquent ce que sont les kakistocraties, tout ça, voilà. Donc, je voulais un peu, d'un point de vue littéraire, explorer ce point-là. Et puis la deuxième chose aussi, explorer un peu le rôle de la rumeur. C'est-à-dire comment finalement dans ces systèmes opaques, la rumeur prend une place incroyable. Le poids de la rumeur, ouais. Et voilà, donc je me suis amusé à voir comment un roman pouvait peut-être semer le trouble. Et donc ça pose la question du rôle de la littérature finalement. Est-ce que la littérature, c'est juste un bouquin qu'on classe dans une bibliothèque, ou alors ça a un autre pouvoir, ou ça a d'autres possibilités. Alors justement, je vous pose la question à vous, le rôle de la littérature, parce que vous, on peut dire Khosrow Mani, qui venait de la campagne du fin fond de l'Afghanistan. On va voir qu'enfant, vous y avez vécu une enfance pas très facile. Vous avez quitté ensuite les campagnes pour Kaboul. Le pouvoir de la littérature, ça a été quoi pour vous? Alors, c'est une longue histoire, parce que pour comprendre ça, il faut comprendre l'histoire contemporaine de l'Afghanistan. Mais disons 92-2001, c'était la période de toutes les privations possibles, toutes les interdictions possibles. Donc pas de livres? Pas de livres, pas de musique, rien. Et moi, là où j'avais, dans la solitude d'une petite chambre que j'avais, il y avait une dizaine de livres cachés et je lisais clandestinement. Ça m'a sauvé parce que sinon, c'était très facile de devenir un taliban. C'est très facile
de devenir Là, c'est le un pouvoir. fanatique. Ouais. Ouais. Oui. Contre le fanatisme, la littérature. Alors, vous racontez l'histoire donc d'un jeune, on est à la fin des années 1990. Alors, ce jeune homme, il va laisser derrière lui toutes ces années d'ennui, une enfance marquée par le désamour d'un père, qui est le mot-là du village. On parlait de la littérature, mais il y a d'ailleurs la musique, lui, qui va aussi l'amener vers de nouveaux horizons, notamment Nina Simone. Comment ce garçon va... Qu'est-ce qu'il va ressentir quand il va arriver à Kaboul déjà? Parce que déjà, Kaboul, c'est un peu différent. Oui, Kaboul, pour lui, c'est une ouverture. Parce que là où il habite, le village, c'est un petit village avec une rue principale, une mosquée, une colline, une petite forêt, un ruisseau, une poignée de villageois et un moulin, qui est le dieu de village. C'est tout. Et donc, la vie se résume à ça pour ce jeune homme, pour ce gamin. Mais à un certain moment dans sa vie, on voit l'entrée d'un personnage assez extraordinaire qu'on appelle l'ingénieur dans le livre. C'est quelqu'un qui a connu le Kaboul des années 70, donc le Kaboul, la capitale en pleine effervescence. Et donc, c'est grâce à cet ingénieur qu'il découvre la possibilité d'existence d'un autre monde, d'autres horizons. Ouais. Et quand il arrive à Kaboul, il a envie de découvrir tout ça. Il se dit, voilà ce qu'a été mon pays, voilà ce qu'a été Kaboul, et donc il y a ce rêve qui grandit. Vous, il y a 10 ans, en 2015, après la publication d'un livre, il y a des extrémistes talibans qui vous ont menacé de mort. Vous avez fui votre pays, vous êtes arrivé à Paris, où vous avez été accueilli par la Maison des journalistes en exil. Alors, une question éminemment littéraire, qu'est-ce que ça fait de passer de l'écriture en persan à l'écriture en français? D'abord, bravo à vous, parce que c'est pas forcément une langue facile. Je parle sous le contrôle des 3 autres invités ici présents. Qu'est-ce que ça a changé? Écoutez, aucune langue n'est facile. Hein. Ça c'est dit, c'est vrai. Pour moi, c'était une expérience extrêmement difficile, mais enrichissante. Difficile pour des raisons que vous avez citées. Bien sûr. Et enrichissant parce que, comme c'est pas ma langue maternelle, moi, je découvre le français en écrivant. Donc, chaque phrase, pour moi, c'est une manière d'apprendre le français et de découvrir cette langue qui restera à jamais une langue que je découvrirai toute ma vie. Hein. Ouais. J'ai tendance à dire que c'était une douleur joyeuse, parce que je vois l'écriture de ce livre, ou une joie douloureuse, comme vous voulez. 3 ans, ça vous a pris. Si on dit 3 ans en arrière, c'est le retour au pouvoir des talibans à Kaboul. C'est le point de déclenchement de ce roman. Vous aviez besoin d'écrire? Écoutez, j'ai commencé l'écriture de ce livre en mai 2022. J'étais en pleine écriture d'un autre roman quand l'idée m'est venue, et j'ai commencé l'écriture de ce livre parce que j'étais extrêmement déprimé à l'époque. Et c'est à cause des événements en Afghanistan, parce que cette chute, pour moi personnellement, c'était la chute de ma génération. C'était la défaite de ma génération et une humiliation totale pour moi-même, pour ma génération. Et des espoirs qui s'évanouissent à nouveau. Ouais. Alors donc, Khosrow Mani, un prochain roman, on espère en français, ou dans d'autres langues d'ailleurs, Rattraper l'horizon, c'est chez Actes Sud. C'est vous sur l'affiche? Non. Elle est très belle, en tout cas. Le voyage qui se poursuit maintenant après la Tunisie, Madagascar, l'Algérie, on a cité la Réunion, l'Afghanistan, Oman. Oman, c'est vrai qu'alors dans le monde francophone, c'est un pays dont on parle peu, mais ce pays, Lionel Rabin, il vous est très cher. Vous êtes conseiller en énergie renouvelable, et un jour de 2024, vous avez décidé de faire découvrir Oman à l'illustrateur Barou, qui est donc au dessin pour votre livre. Pourquoi d'abord ce pays est devenu votre pays d'adoption? Je pense que, avec le recul aujourd'hui, donc ça fait 21 ans que je vis dans cette région-là, et en grande partie à Muscat. C'est un peuple maritime. Je viens aussi, moi, d'un endroit de France qui est très orienté vers le maritime, la Bretagne. Et donc, c'est un pays où je me suis senti très, très bien dès le début. Dès la première visite, il y a quelque chose d'assez magique qui s'est passé. Il fait un peu plus chaud qu'en Bretagne? Alors, beaucoup plus chaud qu'en Bretagne, parfois aussi humide, mais voilà, et avec d'énormes différences et ce contraste qui est intéressant. La culture arabe, c'est quelque chose qui me fascinait déjà, aussi pour avoir lu des livres sur ça,
les grandes épopées et les 7 voyages de Sindbad le marin. Et donc, arriver dans un pays qui clamait le fait que Sindbad était né dans le pays, ce qui peut être discutable puisque certains pensent qu'il vient de Basra. Ça vous suffisait en tout cas, vous, à entretenir le rêve et la magie. Tout à fait. Alors pourquoi vous avez décidé de le faire découvrir à Barou? Comment s'est passée la rencontre? Alors, Barou, on se connaît depuis 3 décennies. Ouais. On se parle beaucoup. Moi, je suis fasciné par son coup de crayon et la simplicité et les émotions qu'il fait ressortir. Ah, il nous y emmène bien, Barou, là, à Oman, hein, c'est vrai. Je crois, c'est très, très réussi. Et donc, moi, ma passion pour Oman, eh bien, on la discutait régulièrement en famille, etc. Et ça s'est passé au fin fond de la Normandie, un week-end, où là, je crois que ça faisait un moment que je lui parlais du sultanat d'Oman. Et là, il m'a dit, ben voilà, c'est le moment d'y aller, mais si on fait un livre. Et donc, ça s'est fait comme ça. Voilà, bingo, comme on dit. En tout cas, un pays qui a une grande diversité de paysages. Il y a notamment des véritables trésors pour la randonnée, les montagnes, hein, notamment. Ouais. Parlez-nous juste un mot des oasis aussi. Enfin, les wadis, ça vient d'Oued, hein, le fleuve en arabe. Voilà. C'est des eaux émeraudes, hein, là, qu'on découvre. Alors, c'est fabuleux. La moitié nord d'Oman, en fait, est très, très montagneuse. Il y a la chaîne du Hadjar avec le Jabal Sham, le mont du soleil, Jabal Akhdar, la montagne verte, parce qu'en altitude, on arrive à voir un peu de verdure. Et quand on plonge dans les canyons, il y a d'énormes... il y a des week-ends de crapahutage et de marche à faire dans ce pays. Et au cœur de ces canyons, en général, on retrouve la source d'eau, où la source est souterraine et elle descend par gravité dans ces canyons. Et c'est fabuleux puisque naturellement, les palmiers poussent, les cultures maraîchères s'y passent également. Et puis aujourd'hui, avec le développement du tourisme, qui est un élément aussi dans la diversification du pays, eh bien, il y a des guides qui peuvent amener les gens pour faire découvrir. Des wadis. Pouvez-vous nous parler du kouma, le chapeau, le kouma, et du falaj, le kouma pour commencer? C'est probablement la première chose qu'on remarque quand on arrive à Oman, puisqu'ici on l'a dit d'achat comme les autres pays du Golfe. Mais ce chapeau est brodé, il est magnifique. Il est en plus spécifique à certaines régions. Il vient de l'Afrique de l'Est, puisque le sultan, en remontant 250 ans en arrière, avait déplacé la capitale à Zanzibar. Ouais. Donc il y a une énorme influence de l'Afrique de l'Est, et notamment dans l'habit et le chapeau, le kouma, qui est très très beau. On achète des bandes et on peut le faire soi-même, on peut choisir. On voit les modèles différents qui s'affichent à l'écran. Le falaj, c'est l'irrigation. Falaj, c'est le système d'irrigation qui est très important et qui est très intéressant puisqu'il est basé sur un système d'équité. Pas d'égalité, mais d'équité. C'est-à-dire que le wakil, qui est le maître des eaux dans le village, qui peut ensuite avoir le wali, le maire au-dessus de lui, vont décider ensemble la quantité d'eau qu'ils livreront à chaque individu et aux cultures. Et également à l'élevage des bêtes. Et donc, ce sont des systèmes d'irrigation ancestraux qui font des kilomètres dans chaque village, qui sont absolument et qui sont maintenant patrimoine de l'humanité. Écologique, on imagine. Très écologique. L'environnement, au moment où s'ouvre la COP30 à Belém, au Brésil, la conférence de l'ONU sur le climat. On va maintenant prendre la direction de Deauville. On parlait de la Normandie tout à l'heure, puisque jusqu'au 4 janvier 2026, il y a la 16e édition du Planche Contact Festival. Et parmi les personnalités invitées, il y a Myriam Boulos, la photographe, documente depuis plusieurs années l'intimité des Libanaises et des Libanais dans un pays, vous le savez, où la guerre est omniprésente. C'est un reportage de Pascal Achard et Guillaume Gouet. Elle entre en scène sur les planches de Deauville pour un festival désireux notamment de mettre au premier plan une nouvelle vague de photographes. Myriam Boulos vient ici partager son regard et nous invite à entrer dans l'intimité de sa génération qu'elle documente depuis des années à Beyrouth, sa ville natale. Dans un monde qui est basé sur la destruction et la violence, je recherche la tendresse. Et je recherche la tendresse surtout dans les espaces intimes. Une déambulation photographique sensuelle et sans tabou. L'objectif tourné vers elle, ses proches ou des personnes rencontrées au cours de son projet. Pour moi, ce travail, c'est comme un journal intime collectif dans lequel on donne de l'espace à nos émotions, à nos désirs. Et surtout dans ce climat sociopolitique, surtout dans cette partie du monde où notre douleur est très normalisée et nos désirs ne sont pas du tout représentés. Le désir, mais aussi les traumatismes liés aux guerres et crises à répétition qui minent son pays.
des photographies et une parenthèse, un espace où l'on peut se révéler, une ode à la liberté. C'est cette liberté, cette envie aussi militante aussi, d'une certaine manière, à travers la représentation de l'homosexualité, de parler des conditions des femmes, de parler de violence aussi, mais pas de manière frontale, vraiment en filigrane. Tout est doux. En filigrane aussi, sa métropole Beyrouth, le quotidien, les cicatrices, les bombardements israéliens qui perdurent malgré le cessez-le-feu entre le Hezbollah et l'État hébreu, signé fin 2024. La photo a été prise le jour du cessez-le-feu. Pour moi, elle raconte tout, parce qu'on a le lit, l'élément qui représente l'intimité, avec le mur qui est complètement écroulé par un bombardement israélien. C'est vraiment ces attaques qui grignotent notre intimité. Un précieux travail documentaire pour la photographe, mais pas seulement. J'aime tellement les images parce que j'ai l'impression qu'on peut exister à travers les images, on peut exister dans les images. Vous voyez que je ne suis vraiment pas forte avec les mots et j'utilise la photo pour résister, pour m'exprimer, Enfin, je suis toute petite et c'est une façon de dire les choses très fort, la photo. Des petites histoires dans la grande qu'elle va continuer à raconter et à partager. Myriam Boulos mène ce travail poétique et documentaire depuis l'âge de 16 ans. Voilà pour les œuvres de Myriam Boulos. Vos coups de cœur respectifs, chers invités, c'est notre séquence atmosphère. Et la Feki, vous avez choisi le livre Fritna de Gisèle Halimi. Pourquoi ce choix ? Alors, je l'ai relu, je l'ai redécouvert récemment, parce que je suis en train d'écrire tout simplement mon 3e roman, qui se passera dans cette Tunisie des années 30-50, et toute cette Tunisie multiculturelle où les différentes religions, les différentes aussi nationalités se côtoyaient. Et je me suis replongée dans ce livre très, très agréable à lire et très, très poignant, où Gisèle Halimi raconte les derniers jours de vie de sa mère, Fortunée. Et à travers ce roman, on replonge à la fois dans l'histoire de cette Tunisie, sa relation avec sa mère, mais aussi sa trajectoire personnelle. Ouais, plus personnelle, plus intime. Voilà, jusqu'à être avocate au barreau de Paris et militer pour le droit des femmes. Fritna de Gisèle Halimi. Samir Toumi, le producteur et compositeur Must Rousnam. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, à écouter et à découvrir son style ? Mustapha Ben Mansour, Must Rousnam, c'est un jeune musicien qui travaille, qui réexhume. Alors, il fait partie de tout un courant qu'on voit dans le monde arabe, qui réexhume un peu tous les sons traditionnels de l'Algérie. Donc, il sillonne toute l'Algérie. Il fait vraiment un travail de musicologie, d'ethnomusicologie. Loin des sentiers battus. Voilà, qu'il mélange avec de la musique électronique et ça donne des sons incroyables. Ouais. Et donc, il vient de sortir un album là, qui s'appelle Aswat et Jamila, des jolis sons. Ouais. Et voilà, il réexplore vraiment toutes les musiques traditionnelles à travers l'électro. Ouais. Il y a du rêve, il y a du voyage aussi. Il y a du voyage, il y a surtout un gros travail de fond qu'il effectue là-dessus. Et il se produit, et quand il se produit, c'est assez extraordinaire. Assez extraordinaire. Rose Romani, un documentaire puissant, ça s'appelle À 2000 mètres d'Andrivka. Andrivka, c'est en Ukraine, c'est signé Mitslav Tchernov. Pourquoi est-ce qu'il faut voir, selon vous, ce documentaire si on veut mieux connaître et comprendre ce qui se passe sur la ligne de front ? Écoutez, moi je l'ai vu il y a pas longtemps, 2-3 semaines, et je pense que c'est un document assez important historiquement parce que ça documente la guerre. Le journaliste et le documentariste suit une opération spéciale. C'est un groupe de soldats et c'est la tentative de reprise d'une bourgade qui comptait 2000 habitants avant la guerre. Et là, c'est une ville détruite. Il n'y a personne qui vit là-bas. Moi, j'avais déjà vu son film d'avant qui s'appelait 20 jours à Mariupol, qui était un film extraordinaire. Et ce film aussi, pourquoi c'est important ? Parce que puisque je viens d'un pays en guerre, et puisque j'ai vécu la guerre, que je connais la guerre, ça m'intéresse beaucoup. Tout ce qui parle de ce phénomène m'intéresse. Et moi, je pense que ce film montre
l'absurdité de la guerre et surtout de cette guerre De cette guerre qui fratricide fait entre rêve, oui. Russes et Ukrainiens. Lionel Rabin, tiens, l'opéra Sinbad le Marin, jusqu'au bout, récemment joué à Mascate, la capitale d'Oman. Pourquoi cet opéra vous a plu? Alors, parce que c'est le premier opéra dans la région du Golfe produit et performé, on va dire, pour utiliser un anglicisme, par des danseurs, des chanteurs de la région et notamment omanais, puisqu'il y avait des musiciens de la ville de Sour et également une mise en scène qui a été faite par l'Opéra de Budapest. Et pourquoi? C'est parce qu'on pourra voir cet opéra en Europe, j'espère, dans les mois et peut-être dans les années à venir. Très bel opéra avec reconstitution d'un boutre de Sinbad le Marin sur scène, avec une orchestration absolument incroyable. Ça doit être grandiose. Ce mariage avec la musique occidentale et la musique orientale. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de MOE, sur TV5 Monde. C'était un plaisir. Merci également à vous d'être fidèles à MOE. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et quand vous le souhaitez sur notre plateforme TV5 Monde+.